bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais vous parler du théâtre romain que j'ai intitulé donc cette conférence, le théâtre romain ou le plaisir nécessaire. Je vais faire quelques remarques sur le titre avant de commencer. D'abord sur la première partie du titre, théâtre romain. En fait, le théâtre romain a longtemps occupé une place très minime dans les histoires du théâtre. Pour deux raisons, parce qu'en fait, il était pris entre deux feux. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait le théâtre grec qui le précédait, et donc on considérait que le théâtre romain n'était qu'une pâle copie du théâtre grec, donc on passait. Et de l'autre côté, le théâtre moderne, beaucoup d'auteurs modernes, de Shakespeare à Molière, ayant pris comme modèle des textes latins. Et donc le théâtre romain a souvent été étudié et considéré comme une simple préfiguration du théâtre classique. Donc ce que je vais faire là aujourd'hui, mon objectif premier, c'est de vous parler du théâtre romain en tant que tel. Ni à travers le théâtre grec, ni à travers le théâtre moderne, le théâtre romain à son époque de création. Et puis, deuxième remarque, le théâtre romain, très souvent, il se réduit pour nous à trois noms, les trois noms d'auteurs pour lesquels on a conservé des textes, Plaute, Terence pour la comédie et Sénèque pour la tragédie. Et en fait, ça donne souvent une vision inexacte à plusieurs égards. D'abord parce que ça pourrait laisser penser qu'il n'y avait que trois auteurs à l'époque, mais il y a eu beaucoup d'auteurs au cours des siècles, bien sûr. Et puis aussi parce que ça donne une vision littéraire de ce théâtre qui pose donc le texte au centre du dispositif théâtral. Or, en fait, les traces archéologiques du théâtre, à commencer par le théâtre qui est à côté ici, le théâtre de Fourvière, nous rappelle à l'évidence que le théâtre de l'Antiquité, c'était à un moment donné uniquement du spectacle. Donc c'est mon deuxième objectif. Je vais vous parler du théâtre romain en tant que spectacle, même si on lira un texte tout à l'heure. Alors ça, c'était juste un petit préambule. Et je reviens à la deuxième partie du titre sur cette notion de plaisir nécessaire qui est une expression un peu paradoxale. En fait, nécessaire a deux sens. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas advenir. Il y aurait donc l'idée d'un plaisir qui ne peut pas ne pas se produire, un plaisir inévitable, une sorte de mécanique du plaisir, ce qui est assez curieux. Nécessaire a également le sens de ce dont on a besoin. Et ça signifierait que le plaisir est indispensable au théâtre, et donc aussi que le théâtre lui-même est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une nécessité du théâtre. Pour nous, la nécessité du théâtre, c'est une idée, pour notre société, assez curieuse. Il y a donc trois idées. La première, le théâtre serait donc une activité spectaculaire nécessaire au sens d'indispensable. Et cette activité devrait nécessairement produire du plaisir chez les spectateurs, et elle le produirait de façon inévitable. Il y a donc ces trois idées. En fait, il y a là deux questions. Il y a la question de la fonction du théâtre à Rome, et il y a aussi la question du fonctionnement de ces spectacles. Si un spectacle doit nécessairement produire du plaisir pour les spectateurs, qu'est-ce qui pouvait garantir ce plaisir dans la construction même du spectacle? Et donc je vous propose de procéder en deux temps. On va d'abord s'interroger sur la place du théâtre dans la société romaine, pour comprendre pourquoi c'était une activité nécessaire et pourquoi c'était une activité où le plaisir était nécessaire. Et puis, à travers un exemple concret, on essaiera de comprendre en quoi la représentation d'une pièce pouvait produire et même garantir, puisque c'est de ça dont il est question, le plaisir du public. Alors, pour commencer, partons de la langue latine. Comment est-ce qu'on disait théâtre en latin, à Rome? On disait d'abord théâtrum. Théâtrum, comme ça se prononce. T-H-E-A-T-R-U-M. Et théâtrum, c'est un mot qui vient du grec, le théatron. En fait, théâtrum, c'est étymologiquement le lieu d'où l'on regarde. Donc d'abord, ça désigne les gradins. Et puis, ça a fini par désigner le lieu où l'on regarde. Ça a fini par désigner l'ensemble du théâtre. C'est-à-dire, théâtrum, c'est l'édifice architectural. Donc, ce n'est pas le mot le plus utilisé. Le mot le plus utilisé, je viens directement à celui-ci, c'est en latin ludi scaenici, en français les jeux scéniques, c'est-à-dire les jeux qui étaient donnés devant la scaena, c'est-à-dire devant le mur de scène, un très grand mur de scène, et sur le plateau, ce qui s'appelait aussi la scaena, qui était juste devant. Donc c'était des spectacles que l'on donnait devant ce mur de scène. Et qu'est-ce qu'on appelait exactement les jeux? Les jeux, en fait, c'était un nom qui était donné à une grande cérémonie religieuse qui comprenait toutes sortes de manifestations religieuses, des sacrifices,
des banquets symboliques, des prières collectives, des hymnes, et aussi des spectacles scéniques et des spectacles du cirque, parce que vous avez sans doute entendu parler aussi des jeux du cirque, avec les jeux scéniques. Ça veut dire qu'à Rome, le théâtre est fondamentalement et d'abord et avant tout une activité religieuse. De même que les courses de chars. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle pareil, les jeux scéniques et les jeux du cirque. Ça veut dire que pour des Romains, aller assister à un match de foot au Stade Guerlain ou bien aller assister à une représentation de théâtre au Théâtre des Célestins, ça a la même fonction. C'est mis sur le même plan, c'est exactement la même chose du point de vue de l'acte religieux. Et la divinité assistait également au spectacle avec les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait une procession dans le cadre des jeux, une grande procession qui partait du temple du dieu ou de la divinité à laquelle étaient dédiés les jeux, et on emmenait la divinité, donc la statue, jusque dans l'enceinte, soit du cirque, soit du théâtre. Et donc les dieux assistaient au spectacle, de même que les hommes, dans l'enceinte du théâtre. Et j'avais une magnifique photo d'un théâtre, ce qu'on appelle un théâtre-temple, parce que vous aviez quelques théâtres qui intégraient directement le temple. C'est-à-dire que vous voyez le théâtre avec le théâtre room, le gradin comme ça en demi-cercle, et tout en haut, vous aviez le temple. Donc en fait, il suffisait d'ouvrir les portes et le dieu pouvait voir et assister au spectacle en même temps que les hommes. En fait, les Romains, pour honorer leur dieu, avaient deux modes essentiels, le sacrifice et les jeux. Dans le sacrifice, c'est-à-dire, par exemple, on sacrifie un bœuf à Jupiter, eh bien, en fait, on partage des offrandes entre les hommes et les dieux. Et dans les jeux spectaculaires, donc dans les jeux scéniques ou dans les jeux du cirque, on partage un spectacle entre les hommes et les dieux. Et tout ça est absolument nécessaire, donc, puisqu'il s'agit d'assurer le lien entre les hommes et les dieux, et c'est la fonction première donc de ces spectacles. Et si on regarde l'histoire des jeux tels que les Romains la racontaient, parce que les Romains étaient des historiens dans l'âme et ils racontaient des histoires qui expliquaient tout, eh bien en fait, les jeux scéniques sont apparus en 369 avant Jésus-Christ, et que se passait-il en 369 avant Jésus-Christ? Il y avait une grande peste qui ravageait Rome. La peste, ça peut être une épidémie telle que ce qu'on appelle nous la peste, mais ça peut être aussi des inondations terribles qui détruisent toutes les récoltes, etc. Bref, une catastrophe, et qui est due à une rupture entre le monde des hommes et le monde des dieux. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut faire un rituel expiatoire, il faut expier pour rétablir le lien avec les dieux. Et on a fait ce qu'on faisait traditionnellement, c'est-à-dire qu'on a fait des sacrifices. Encore des sacrifices, ça ne marchait pas. On a fait des prières collectives, ça ne marchait pas. Et puis, on a fait venir des danseurs qui ont dansé au son de la flûte devant un rideau. Ça a été les premiers jeux scéniques, et ça a marché. La peste a pris fin. Donc, les jeux scéniques peuvent aussi avoir cette fonction d'expier, de permettre aux Romains d'expier une faute religieuse et de rétablir le lien entre les hommes et les dieux. Donc, vous voyez ici une partie donc, de mon titre devient plus clair, c'est-à-dire que le plaisir nécessaire, le théâtre est absolument nécessaire dans ce cadre, puisqu'il constitue une des façons qu'avaient les Romains d'assurer le lien entre les hommes et le Dieu. C'est-à-dire que la question du « est-ce que le théâtre est nécessaire, à quoi ça sert ?» une question qu'on se pose aujourd'hui. En fait, ces questions, elles ne se posaient absolument pas à Rome, et vous comprendrez au passage pourquoi les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers qui ont écrit et qui ont fait toute cette doctrine chrétienne, étaient farouchement opposés au théâtre. C'est-à-dire que les pères de l'Église ne pouvaient pas être favorables au théâtre, puisque le théâtre, c'est une façon de pratiquer la religion païenne. Donc forcément, il y avait un rejet du théâtre du côté de l'Église. Alors ça, c'est une première chose. Mais alors maintenant, venons-en au plaisir, parce que vous allez me dire, vu la dimension religieuse de ce théâtre, si assister au théâtre, c'est participer à une cérémonie religieuse, alors on pourrait se dire que le théâtre n'était peut-être pas l'endroit idéal pour s'amuser. Parce que pour nous, l'association entre le plaisir festif et la cérémonie religieuse n'est pas forcément évident. En fait, on associe, nous, la religion à l'idée de recueillement. C'est-à-dire qu'on pense la religion, aujourd'hui, comme quelque chose d'abord d'intime et de spirituel. Or, la religion romaine n'est pas une religion de l'intériorité. L'expression de la croyance à Rome ne passait pas par le recueillement, mais elle passait par l'observation stricte d'actes et de paroles rituelles bien précis.
Par exemple, au début d'un spectacle scénique, on demandait le silence. On disait, on fait le silence. Et en fait, on demandait ça pour chaque acte religieux. C'est-à-dire, avant de faire un sacrifice, on faisait le silence. Pourquoi le silence? Parce que, en fait, c'est une condition nécessaire pour que les actes et les paroles puissent être bien reçus des dieux. Donc, il faut absolument que le silence soit fait. Et donc, on faisait ça aussi dans l'enceinte du théâtre. On prononçait des paroles particulières pour délimiter un espace-temps particulier, c'était rituel. Mais une fois que ce silence avait été établi de façon rituelle, eh bien à ce moment-là, dans ce silence, on pouvait faire du bruit, rire, applaudir, huer, chahuter, enfin tout ça ne posait plus aucun problème. C'est-à-dire que le silence, dans le théâtre romain, c'est un mode d'attention et de participation tout à fait particulier qui a été défini de façon rituelle. Alors, qui allait assister au jeu scénique? Parce que essayons d'être un peu concret. Pour répondre à cette question, je vais vous lire un extrait d'un prologue d'une comédie de Plaute qui s'appelle Le Carthaginois, où justement on a fait le silence, et puis le prologue s'adresse au spectateur et où on joue encore sur cette idée de silence une fois qu'il a été fait de façon rituelle. Voilà ce que dit le prologue, et ça nous permet comme ça de projeter, de voir à qui il s'adresse et de voir qui constituait le public. Qu'aucun gigolo d'Écatie, ne s'asseye sur l'avant-scène. Que les gardes ne fassent pas de bruit en parlant ou en remuant leurs baguettes. Il y avait un service d'ordre, bien sûr, dans les théâtres. Que les placeurs ne bougent pas la vue des spectateurs en leur passant devant. Qu'ils ne conduisent personne à sa place quand il y a un acteur en scène. Les paresseux qui ont dormi trop longtemps chez eux doivent accepter sans protester de rester debout ou bien alors qu'ils apprennent à moins dormir. Parce que, évidemment, on ne jouait pas, le théâtre, c'était pas le soir, c'était dans la journée et donc ça commençait le matin. Que les esclaves n'occupent pas les places des hommes libres, ou alors qu'ils paient pour être affranchis. S'ils n'en ont pas les moyens, qu'ils rentrent chez eux. Ils éviteront une double peine, avoir le dos zébré ici à coups de baguette, et chez eux à coups de fouet pour n'avoir pas fait leur travail quand leur patron reviendra. Que les nourrices gardent leurs nourrissons à la maison et ne viennent pas avec au théâtre. Ça leur évitera de mourir de soif, aux nourrices, et à leurs bébés affamés de vagir comme des chevreaux. Et là, on apprend que les bébés, en fait, c'était l'ancêtre du téléphone portable. C'est-à-dire que là, on vous a demandé d'éteindre votre téléphone. Là, on disait, éteignez vos bébés, s'il vous plaît. Enfin, sortez-les, c'était plus... Voilà. Que les dames se taisent durant le spectacle. Qu'elles rient discrètement. Qu'elles modèrent les éclats de leur voix cristalline. Qu'elles gardent pour leur foyer leurs ennuyeux bavardages. Que leur mari n'ait pas à les subir ici aussi. Voilà. Bon, je passe sur la misogynie traditionnelle. En fait, vous voyez, alors, qui assistait au théâtre? En fait, il y avait donc des hommes, bien sûr, des hommes libres. Il y avait des enfants, peut-être des nourrissons, des esclaves, des femmes. En fait, il y avait tout le monde. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est normal. Enfin, aujourd'hui, tout le monde peut aller au théâtre, les enfants, les femmes, tout le monde. Mais on est dans une société esclavagiste et une société patriarcale. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. En fait, ce rassemblement qui est là, cette entité n'a aucune existence en dehors du cadre des jeux. C'est-à-dire que ce rassemblement, le public, en fait, c'est un groupe qu'on ne retrouve pas dans l'organisation socio-politique de la cité. En fait, ça n'a d'existence que dans le cadre de la religion. C'est une communauté religieuse et c'est ça qui explique quand le maître de famille fait un rituel religieux dans l'enceinte de sa maison, eh bien, il y a les femmes et aussi les esclaves. Tout le monde est là. C'est vraiment une communauté religieuse. Ça veut dire, au passage, que l'idée d'un théâtre politique, parce que c'est une vieille idée qui traîne sur le théâtre antique, alors surtout sur le théâtre grec, mais un peu aussi sur le théâtre romain, l'idée d'un théâtre politique qui servirait à délivrer des messages sérieux, moraux, philosophiques, etc. En fait, tout ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on se replace dans le système de l'époque, donner des messages philosophiques à des femmes, c'est totalement impensable. Alors, il faut pas, surtout ne m'enregistrez pas et prenez pas ça, parce que si vous mettez juste ça, je viens de dire, j'aurai des problèmes pendant des années. Dans le contexte romain, c'est tout à fait impossible. Et de fait, les témoignages, en fait, montrent que le public était plutôt très remuant, très agité. La gestion du maintien de l'ordre, ça a toujours été un vrai problème à Rome, au point que même à la mi-2e siècle avant Jésus-Christ, à un moment donné, on a décidé que les spectateurs resteraient debout, en pensant que ça les calmerait un peu de rester debout pendant toute la représentation. Mais ça n'a pas marché, évidemment, ils se sont assis, et donc on a continué comme ça. Bref, vous voyez que assister à un spectacle scénique, c'est certes participer à une manifestation religieuse, mais pas dans un état de recueillement.
Ça signifie que le plaisir et les manifestations du plaisir étaient possibles dans le cadre du rituel des jeux scéniques. Et on a quantité de témoignages qui montrent que les Romains adoraient le théâtre. Par exemple, Saint Augustin, au début du 5e siècle, donc, qui était à Carthage. Si vous avez lu Astérix, vous savez qu'il y avait des Goths, des Visigoths, des Ostrogoths qui attaquaient l'Empire romain. Et en fait, les Romains se réfugiaient. Donc il y avait des phénomènes en fait, de réfugiés pour des causes de guerre, mais qui se faisaient dans le sens inverse de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de l'Europe en Afrique. Et Saint Augustin écrit qu'on reconnaît les Romains, donc ceux qui étaient réfugiés, qui avaient pris un bateau avec juste une valise, enfin pour fuir les hordes des barbares. Eh bien en fait, on les reconnaissait au fait qu'ils étaient les seuls. C'était la première chose qu'ils demandaient quand ils arrivaient, c'était savoir quelle serait la prochaine date des Jeux scéniques. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment, enfin, on a quantité de témoignages comme ça, et en particulier, on a des témoignages archéologiques qui montrent à quel point les Romains aimaient le théâtre et s'y rendaient en masse, parce que l'architecture urbaine porte les traces de la grande fréquentation du théâtre. Les archéologues ont montré que les architectes anciens pensaient la gestion du flux des spectateurs. Par exemple, les rues qui menaient au théâtre s'élargissaient à proximité du théâtre. Et tout était pensé pour protéger les piétons des véhicules. Soit il y avait des zones piétonnes, carrément, comme ça, soit, on mettait en place des passages piétons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des passages piétons pour les Romains, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des blocs de pierre qui sont hauts comme ça, et avec des petits espaces, des petits espacements. Donc c'est beaucoup plus réussi qu'un dos d'âne pour ralentir, parce que quand vous arrivez avec votre char, si vous ralentissez pas, forcément la roue tape sur la pierre et c'est l'accident direct. Donc en fait, et pourquoi est-ce que voilà, et ces passages piétons, on les trouvait en particulier à proximité des théâtres. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment toute une logistique comme ça dans l'architecture urbaine qui témoignait de ça. Et ce goût pour le théâtre se manifeste aussi dans la passion qu'avaient les Romains pour les acteurs. Et pourtant, les acteurs romains étaient des parias, des moins que rien, et c'était en particulier, et presque essentiellement, des esclaves. Des esclaves, ou bien alors des affranchis, c'est-à-dire d'anciens esclaves. Et pourquoi étaient-ce des esclaves ? Mais parce qu'en fait, un acteur, c'était d'abord un technicien. C'est-à-dire c'était un technicien du corps et un technicien de la voix. Il y avait des écoles qui formaient les acteurs et on mettait des esclaves très jeunes, 4-5 ans, comme pour l'opéra chinois, si vous voulez, et on les assouplissait dans tous les sens, on leur faisait faire des acrobaties, des saltos, on leur faisait travailler la voix pour en faire des super techniciens. En fait, un acteur, à Rome, c'est un corps et une voix au service, précisément, du plaisir des spectateurs. Ce qui fait que très souvent, parce que si on se dit c'est un théâtre religieux, on aurait pu penser que les acteurs avaient un statut d'officiant, sacré, etc. Absolument pas. C'est un paradoxe aussi de ce théâtre-là. Et cette image d'un corps au service du plaisir des spectateurs fait que très souvent dans les textes, quand on parle des acteurs, on les compare à des prostituées. C'est absolument récurrent. Et en même temps, paradoxe dans le paradoxe, tout paria qu'ils étaient, ces acteurs pouvaient exercer une fascination absolument considérable sur les spectateurs romains. Et on avait de véritables phénomènes de star system à Rome, avec des acteurs qui pouvaient gagner énormément d'argent, c'est-à-dire qu'on pouvait s'enrichir en étant en acteur, ou alors en étant propriétaire d'acteurs. Et il y avait des discussions, un peu comme on a aujourd'hui dans le monde du foot, vous savez, où on se demande si c'est bien moral et si c'est bien de payer autant un footballeur, etc. Eh bien, en fait, c'est des genres de questions qu'on se posait aussi à l'époque pour les acteurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut payer décemment telle somme folle à un acteur ? Et par exemple, sous Tibère, donc au 1er siècle de notre ère, le Sénat a voté une loi pour dire on plafonne les cachets, on ne payera pas plus que telle somme. Là-dessus, il y avait une représentation qui devait avoir lieu, c'est une représentation de pantomime, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et en fait, l'acteur vedette a dit « Quoi ? On me paye cette somme ? Je ne joue pas. » Résultat, manifestation. Manifestation du public, libérer les cachets, etc. Et le Sénat a dû se réunir en urgence pour supprimer la loi et de nouveau libérer les cachets. Donc en fait, on a comme ça quantité de témoignages et on sait aussi qu'il y avait de véritables fan-clubs qui se constituaient, en particulier à l'époque de la pantomime. Je vous parlais tout à l'heure plutôt donc de la comédie sur laquelle je travaille plus.
et puis c'est pratique parce qu'il nous reste des textes, la pantomime, il ne nous reste aucun texte. Mais la pantomime a été le grand genre, et si vous visitez l'exposition, vous verrez que c'est le genre qu'on a essayé de mettre devant, le grand genre sous l'Empire, le grand genre à la mode, le grand genre spectaculaire le plus populaire. Et en fait, ça a exacerbé cette passion des Romains pour les acteurs, puisque le spectacle de pantomime, en fait, c'est un one-man show. C'est-à-dire que vous avez un acteur avec un masque qui danse, et qui est en plus soutenu par un orchestre et un chœur. Donc c'est vraiment le star system à fond. Et là, il y avait des fan clubs, mais il y avait déjà ça à l'époque où on jouait des comédies et des tragédies. Et on sait que vous aviez votre idole, votre vedette, on venait assister à ces spectacles, à peine il était rentré, tout le monde applaudissait, etc. On criait, voilà. Mais il y avait aussi des fan clubs rivaux. Parce qu'en fait, si votre acteur vedette, il pouvait avoir un rival, et donc vous veniez aussi avec le fan club, vous alliez assister à une représentation de l'acteur rival, et au lieu d'applaudir, etc., quand il arrivait, vous huiez, vous criez, etc., et ça donnait des combats. C'est-à-dire qu'il y avait des bagarres comme ça, oui, parce qu'en fait, vraiment, on se battait avec des pierres, on arrachait les sièges en bois, on a comme ça des témoignages, on se battait à la main, et le service d'ordre, en fait, c'était un des postes les plus risqués de l'époque. Et en fait, on envoyait les jeunes recrues. Les premières années, aller faire le service dans les théâtres, parce que quelquefois, il y avait des morts, vraiment. Et il y avait des spectateurs qui se retrouvaient exilés ou interdits de théâtre. Exactement comme on le fait aujourd'hui pour certains supporters. Il y avait des interdictions de théâtre pour certains spectateurs. Bon, mais j'avance. Donc, premier bilan sur la fonction du théâtre. Vous voyez que le théâtre était donc un spectacle nécessaire, parce qu'il s'agissait d'un rituel religieux, c'est-à-dire donc d'une activité absolument indispensable pour la cité. Et les témoignages le confirment, non seulement le plaisir était possible et autorisé, mais les Romains aimaient les jeux scéniques, prenaient plaisir au théâtre, avec un mode d'écoute et de participation qui n'était donc pas, vous l'avez compris, tout à fait celui du recueillement. Cette dimension rituelle du théâtre, vous le voyez, donne donc au plaisir une dimension très spécifique. En fait, elle en fait un enjeu absolument essentiel, c'est-à-dire qu'on en a absolument besoin pour que le rituel fonctionne, j'insiste, mais le plaisir est une nécessité rituelle. Si le spectacle ne plaît pas aux hommes, il ne plaît pas aux dieux. Donc ça pose problème. Et cette dimension rituelle a une autre implication sur le spectacle. On peut y voir en effet l'explication du fait que le théâtre romain était un théâtre codifié. Un rituel doit être accompli selon la tradition, c'est-à-dire en reproduisant des paroles, des gestes attendus, en suivant des rites qui étaient strictement codifiés. Ça vaut pour les sacrifices, mais ça vaut aussi, d'une certaine façon, pour le théâtre. De même que les actes religieux doivent suivre des règles strictes, les spectacles qui étaient offerts aux dieux devaient suivre aussi un code précis. Et après avoir abordé avec vous donc la fonction du théâtre, je passe maintenant au fonctionnement d'un spectacle. Et on va essayer de comprendre en quoi cette dimension codifiée du théâtre romain peut être liée à la nécessité de la production du plaisir. C'est-à-dire en quoi cette dimension codifiée peut jouer un rôle dans la production nécessaire du plaisir. Et donc je prendrai un exemple qui est celui de la comédie. C'est le genre pour lequel on a le plus de textes, donc avec Plaute et Terence. C'est donc des spectacles qui se sont joués entre le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ et la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ toujours. Et la comédie romaine, ce qu'on appelle nous la comédie romaine, on appelait ça la comédie en manteau grec, la palliata, c'est-à-dire la commedia palliata, la commedia en pallium. Le pallium était un manteau grec. Alors, c'était bien un spectacle codifié. En fait, le nom, pourquoi le manteau ? Pourquoi est-ce qu'on désigne cette comédie par le manteau ? Et quel est le lien avec le code ? En fait, parce que le manteau renvoie à un rôle précis selon le type de manteau. C'est-à-dire que l'idée même du manteau renvoie à une codification des rôles. En fait, une comédie romaine, donc une comédie en manteau grec, c'est un stock de rôles codifiés qu'on retrouve toujours. C'est-à-dire que vous aviez le vieux, le jeune homme, l'esclave, le parasite, le soldat, un peu comme dans la Commedia dell'arte, si vous voulez. On avait Arlequin, Pantalone, etc. On retrouve toujours les mêmes rôles, des rôles types, et ces rôles ont des caractéristiques spectaculaires qu'on retrouve d'un spectacle à l'autre. Et première caractéristique, bien sûr, donc le manteau, parce qu'il y avait des manteaux de différentes longueurs, de différentes couleurs. Ça permettait d'identifier les rôles. Différents masques, c'était un théâtre masqué, masque avec perruque, différents accessoires, et puis aussi des gestuels spécifiques selon les rôles. Par exemple, on sait que les vieux marchaient les genoux cagneux,
Voilà. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, des esclaves, qui eux avaient tendance à avoir une gestuelle très, très rapide et très dynamique. Et ces rôles avaient aussi des caractéristiques narratives. Par exemple, un jeune homme est toujours amoureux fou d'une fille, mais il n'a pas d'argent, et il est malheureux. Et son père, donc le vieux, s'oppose toujours à son fils, etc., etc. Ce qui fait que, quand vous alliez au spectacle, vous retrouviez toujours le même genre de spectacle, et toujours le même genre d'histoire. L'histoire type, c'est un jeune homme amoureux donc, dont les amours sont contrariés, son père s'y oppose, il a un rival, très souvent c'est un soldat, et il doit s'en remettre à un esclave rusé qui trouvera les moyens de renverser la situation en faveur du jeune homme. Donc vous voyez, en fait c'est le scénario des comédies de Molière et de toutes les comédies classiques, à ceci près que dans la comédie romaine, c'était un peu moins moral, la fille, enfin moral pour nous, par rapport au XVIIe, la fille est une prostituée. Et que la ruse de l'esclave, eh bien en fait, le but c'est de chercher de l'argent pour que le jeune homme puisse s'acheter la fille de ses rêves pendant un an. C'était ça l'idéal. Donc ça, c'est toujours le même genre d'histoire. Et quand je dis toujours le même spectacle, ça ne veut pas dire seulement toujours les mêmes costumes et les mêmes masques. En fait, c'est tout ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, la mise en scène, était codifié. C'est-à-dire la façon d'entrer dans l'espace, la façon d'occuper l'espace, la façon dont la musique intervenait, parce que c'était une comédie musicale. Il y avait des parties avec musique, chant et danse, et puis des parties sans, enfin, juste... parler. Tout ça, en fait, est connu, est codifié, et donc un spectateur connaît tout ça à l'avance. Donc la comédie en manteau grec, la Palliata, c'est un spectacle codifié qui suppose donc une attente très précise du public romain. Mais alors, donc, d'où la question, en fait, mais quel lien peut-il y avoir entre ce spectacle codifié et la production nécessaire au sens inévitable, d'inévitable, du plaisir. Et c'est la question que je vais essayer d'aborder avec vous maintenant. Alors, d'abord, on pourrait se dire qu'on comprend bien pourquoi un spectacle codifié peut être une très bonne solution dans un système comme celui des Romains. Parce que si le public aime les comédies en manteau grec, en fait, si on lui donne à voir des comédies qui se ressemblent toutes, il n'y a pas de prise de risque. On est sûr qu'il sera content et ça ira très bien. Et le spectateur pouvait prendre plaisir à retrouver ce qu'il connaissait. Alors on pourrait se dire, peut-être c'est ce que vous dites d'ailleurs, puis c'était vraiment fou ces Romains, en bon lecteur d'Astérix, mais en fait, non, parce que c'est là où je fais appel à vos connaissances plus contemporaines. Si on pense à un spectacle cinématographique comme celui de James Bond, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand vous allez voir un James Bond, là aussi, vous connaissez tout, à condition d'en avoir déjà vu au moins, voire deux. C'est-à-dire que vous savez déjà qu'il y aura un héros, vous savez déjà quel costume il aura, qu'il aura un costume 3 pièces qui sera très élégant, vous savez qu'il aura du charme auprès des femmes, que sans doute il va même rencontrer deux de très près pendant le film, dont une méchante et une gentille, il y en a sans doute une qui va mourir, vous savez qu'il aura une mission spéciale, qui sera de sauver le monde, enfin bref, vous savez tout, et qu'à la fin il gagnera, enfin en fait on sait tout. Donc c'est le même principe. Sauf que nous, les James Bond, on va en voir, ça sort pas sans arrêt, alors que là, les comédies romaines, on en voyait beaucoup, parce que les jeux scéniques, il pouvait y en avoir beaucoup. Donc, la question qui se pose, c'est, d'accord, mais quel plaisir pouvait prendre le spectateur, au bout d'un moment, à voir toujours le même spectacle, si on est dans un théâtre codifié, où tout est connu. Si c'est toujours la même chose, alors évidemment, le risque, est-ce que c'est pas l'ennui? Et si c'est l'ennui, c'est catastrophique. Parce que si les spectateurs partent, ça, du point de vue du rituel, c'est la catastrophe. Et pour répondre à cette question pleine de suspense, on va regarder ça à travers l'exemple de la scène spectaculaire la plus attendue de la comédie romaine, qui est la scène de ruse, et la scène de ruse par déguisement. Il y avait deux types de scènes de ruse. La scène de ruse par le mensonge, on invente une fausse situation juste par la parole, et puis il y avait la scène de ruse par le déguisement. Ça implique le mensonge, mais c'est plus spectaculaire puisqu'il y a un costume à revêtir et à faire jouer. Et c'était le grand moment du spectacle. Donc en fait, si la scène de ruse, c'était bien le grand moment, la question, c'est donc qu'attendaient les spectateurs? Comment fonctionnait une telle scène dans un système codifié? Et quel plaisir est-ce qu'ils pouvaient y prendre? Et je vais essayer de vous montrer qu'ils attendaient un spectacle bien particulier,
Et donc je vais essayer de vous reconstituer le code de cette scène, mais surtout qu'ils attendaient des variations. C'est-à-dire que ces scènes, bien souvent, fonctionnent, et produisent des rires d'ailleurs, en ne suivant pas la tradition attendue, mais en suscitant la surprise par rapport au code attendu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plaisir spécifique dans le cadre d'un théâtre codifié comme celui-ci, c'est le plaisir de la reconnaissance, mais qui se double également d'un plaisir qui est un plaisir de la surprise. Et ce double effet de la codification, me semble-t-il, peut permettre de garantir le plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on prend plaisir à retrouver ce qu'on aime, ça c'est le postulat de base, et en même temps, on prend plaisir à ne pas le retrouver exactement. Et si vous réfléchissez, c'est la même chose pour James Bond. C'est-à-dire qu'on prend plaisir, peut-être que vous n'aimez pas James Bond, c'est le problème, moi j'adore, mais on prend plaisir à y aller pour retrouver les choses qu'on aime. D'ailleurs, c'est à ça que sert le générique, les premières images même avant le générique, le pré-générique. Et en même temps, c'est jamais la même chose, et il y a toujours quantité de variations. Et j'en veux pour preuve que, de ce point de vue-là, du point de vue de la variation, le James Bond magistral, c'est Skyfall. Et Skyfall, c'est celui qui a le plus de variations, et c'est celui qui a fait le plus de recettes au box-office. Il y a des variations absolument extraordinaires, où vous retrouvez Moneypenny, par exemple, qui est la secrétaire sur un champ de bataille, ce qu'on n'a jamais vu avant, et c'est tout à fait extraordinaire. Donc, je reviens au théâtre romain. C'est juste une comparaison qui peut-être peut vous aider, c'est pas pour faire des grands écarts, voilà, pour le plaisir du grand écart. Donc, essayons de reconstituer le code pour pouvoir connaître, partir des attentes d'une scène de ruse traditionnelle, et puisque pour comprendre en fait la façon dont les Romains pouvaient apprécier une telle scène, il faut reconstituer le code. Si on lit ce théâtre sans passer par le code, en fait on lit autre chose. On n'est pas dans le même système de réception. Alors d'abord, voilà les différents paramètres, vous allez voir, c'est extrêmement simple, parce que l'idée évidemment, c'est comme pour James Bond, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a vu un, on voit le deuxième, on a tout compris. Là, évidemment, je vous décortique ça parce que on est dans le cadre d'une conférence, mais on n'avait pas besoin de cet exercice intellectuel, évidemment, pour comprendre le fonctionnement d'un spectacle de ce type. Alors d'abord, la scène de ruse par déguisement, elle est menée par un esclave. Celui qui accomplit la ruse, c'est celui qui est au service du jeune homme, puisque la ruse, elle est toujours au service du jeune homme. Le but, c'est d'obtenir une fille. Donc c'est l'esclave qui assure cette ruse. Ensuite, il y a un déguisement. Et ce qui est drôle, c'est que le déguisement, en fait, comme dans un théâtre codifié, il y a un costume de déguisement. Il y a un costume codifié de déguisement, c'est-à-dire c'est un manteau particulier, qui est une chlamyde. C'était un manteau, c'est un peu différent du pallium. J'avais des images là aussi, mais bon, je passe. Donc c'est un manteau particulier. Un chapeau très large, en fait c'est un costume de voyage, et qui est aussi le costume du soldat. Souvent une épée, une petite épée, et puis un bandeau sur l'œil. Ça, c'est le costume type. C'est-à-dire, dans une comédie, quand on dit « Ah ben tiens, on va se faire un déguisement. Ah ben d'accord, je vais me déguiser. » Et en fait, on sait déjà en quoi il va se déguiser, ce qui est drôle. Enfin, si on veut. Ensuite, troisième paramètre, c'est une scène dansée. C'est une scène dansée. Donc là, il y a un musicien sur scène, un joueur de tibiae. C'est une sorte de double flûte à hanche. C'est plutôt une sorte d'hautbois, mais très, très sonore. Donc qui est là, et c'est une scène de musique. Pourquoi c'est une scène de musique ? Parce qu'en fait, c'était les plus grandes scènes de la comédie. C'est-à-dire que les moments les plus importants de la comédie étaient dansés, et donc étaient mis en musique. Et en plus, on sait que les acteurs utilisaient aussi leurs costumes pour danser. Et se déguiser, si vous vous déguisez, il faut arriver à faire croire à votre costume. Il faut que votre costume soit, qu'on puisse croire dans le personnage que vous jouez. Donc on puisse croire à votre costume. Donc il faut mettre en jeu le costume et le montrer. Et donc danser, c'est une façon de faire jouer son costume et de donner vie au déguisement, si vous voulez. Donc en fait, vous avez comme ça des grandes scènes spectaculaires, musique, et vous faites rentrer un personnage qui danse et qui montre son costume de déguisement et qui joue avec pendant la scène de ruse. Donc ça, c'est le troisième paramètre. Quatrième paramètre, le personnage qui est déguisé, donc l'esclave, fait preuve d'une très grande habileté. Et il parle beaucoup. Parce qu'en fait, il y a toujours du suspense, forcément. Il y a toujours un moment où on croit que ça ne va pas marcher. Et là, il faut beaucoup, beaucoup parler pour arriver à retourner la situation. Donc en fait, ce sont des scènes où le personnage principal, donc le personnage costumé, déguisé, parle beaucoup et fait preuve justement de sa grande ruse et de sa grande habileté et sa capacité à retourner une situation. Et puis, ça marche toujours,
c'est un autre paramètre, c'est-à-dire que quand vous avez une scène de ruse par déguisement, ça marche toujours. Hein, le personnage est toujours trompé, celui qui est censé être la victime de la ruse, et effectivement la victime de la ruse, et c'est une façon de le ridiculiser. Hein, on fait des ruses contre les deux, c'est toujours, en général, c'est contre le soldat, qui est le rival du jeune homme, ou bien contre le proxénète, qui est le propriétaire de la prostituée, et qui est un grand méchant. Et donc on se moque, ou quelquefois aussi contre le père, qui s'oppose au jeune homme. Et ce qui fait que cette grande scène attendue, au final, c'est une grande scène spectaculaire et c'est une grande scène qui dure assez longtemps. Parce qu'en fait, c'est exactement comme les grandes scènes de combat dans un James Bond. En fait, on ne commence pas le film par... Enfin, si, il y a le pré-générique, mais une fois que l'histoire est commencée, on ne commence pas par faire la grande scène de combat tout de suite. On attend un peu, voilà, pour faire vraiment le grand moment. Et c'est plutôt sur la fin, en général, que ça arrive. Donc vous avez comme ça un ensemble de paramètres, ce qui fait que si vous êtes des spectateurs romains, c'est un peu l'idée, enfin, si vous mettez à la place des spectateurs romains, eh bien, si on annonce une scène de ruse, vous avez tout ça en tête. Hein. Vous savez que vous allez avoir un esclave qui aura un costume particulier de déguisement, qui va évoluer dans une scène dansée, qui sera assez longue, et que dans cette scène, il va réussir à tromper son adversaire. Voilà. Or, en fait, si on lit attentivement ces différentes scènes de ruse, on se rend compte que les paramètres ne sont jamais tous réunis. Et heureusement, parce que si c'était le cas, eh bien, on serait dans la répétition à l'identique et ça produirait de l'ennui. Hein. En fait, il y a toujours des systèmes de variations qui sont introduites dans ces scènes. On a des variations qu'on pourrait appeler structurelles, c'est-à-dire qu'on va développer plus ou moins tel ou tel paramètre. Par exemple, on va allonger le moment de la présentation du costume et on va poser plein de questions sur le costume. Ah, pourquoi tu portes ce chapeau? Ah, pourquoi tu portes ce bandeau? Enfin, voilà, ce genre de choses. Ou bien, on peut avoir aussi des variations plus profondes, où on ne se contente pas de développer ou de réduire tel ou tel paramètre, mais on va les modifier totalement. Et dans ce cas, on peut avoir des variations extrêmement radicales et créer des surprises absolument extraordinaires.